To tip off this NBA season on FanDuel, you can choose your own rewards, which means you can play your game any way you want. I get to choose my rewards? Yep. Great! Now, excuse me while I lock in. All customers choose your own reward right now in the FanDuel app. 21 plus and present in select states. 18 plus in Kentucky. Opt-in required. Rewards are non-withdrawable. Restrictions apply, including bonus and token expiration, leg requirement, and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un programme européen bouillant où la tension a atteint son paroxysme en Champions League. Entre exploits inattendus et désillusions fracassantes, nous allons balayer tous les groupes, de la qualification de Novi Beograd au tir au but dramatique à Olympiakos. Mais surtout, nous reviendrons sur le choc que personne n'a vu venir, l'élimination de Marseille. Comment le club phare du water-polo français, après avoir terrassé Barceloneta chez lui, a-t-il pu sombrer face à Sabadell et Hanovre ? Analyse sans concession d'un véritable fiasco sportif et débat enflammé sur une politique de recrutement qui pose question. Accrochez-vous, on part faire le tour de l'Europe du polo. Enfin, retour en France avec la Nationale 1 qui continue aussi à nous surprendre et bref retour sur les trophées Pierre Garçot et Alice Milla du week-end avec la victoire du Cercle pour les garçons et Lille pour les filles. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. « 74e épisode du podcast La Pointe et on est toujours aussi ravis de vous retrouver avec un programme extrêmement dense où on va partir en Europe, on va voyager en Europe, ensuite on reviendra en France avec la Nationale 1, un match de élite et le trophée Pierre Garçot ainsi que le trophée Alice Milla qui vient de se tenir à Aix-en-Provence. On prend la direction de l'Europe et on attaque tout de suite avec le groupe A qui était composé donc d'Olympiakos, Mladost, Radniki et Vajac. Et premier match et non des moindres, Olympiakos Radniki. Radniki devait s'imposer pour continuer son aventure en Champions League. Malheureusement, match nul à la fin du temps réglementaire et ils perdent au pénalty 5-3. Olympiakos avait pris un parfait départ en menant 4-0 au bout de 6 minutes. Alors que dans le même temps, Radniki ratait ses 3 supériorités numériques et un penalty. Donc Olympiakos avait pris le match par les bons bouts, mais on sait que les Serbes, justement, dos au mur, et même si on pense que c'est fini pour eux, ils arrivent à revenir, avec notamment Jaksic sur une superbe zone plus qui permet à Radniki de revenir à 5-4, mais dans la foulée, notamment grâce à Nikolaïdis, les Grecs reprennent 2 buts d'avance, grâce notamment aussi à Fontoulis, pour avoir même 3 buts à la mi-temps. Mais les Serbes ont réussi à revenir en 2 minutes à recoller à 7-6. Et puis, petit à petit, ils ont rien lâché et les Serbes, à quelques minutes de la fin du match, égalisent pour arracher les tirs au but, mais ils devaient, pour se qualifier, s'imposer dans le temps réglementaire. Et les Grecs qui ont pu s'appuyer sur un bon Zerdevas qui était le gardien numéro 1 dans ce match. Ouais Christophe, tu as rappelé les données, elles étaient limpides avant cette journée-là. Alors même une victoire de Radniki à Olympiakos ne leur garantissait pas la qualification. Il y avait une histoire de différence de but, puisqu'on pouvait supposer que Mladost allait battre Vasas à la maison et les 3 équipes se seraient retrouvées à 12 points. Et puis effectivement, ils ont pris un coup de massue sur la tête dont ils ont peiné quand même à se relever, 4-0, 5-1. Et puis malgré tout, au forceps, au courage, ils ont rien lâché. Et le vétéran Pietlovic qui a
qui est un joueur éternel, puisqu'il va gentiment sur ses 41 ans, qui joue en pointe, l'illustre ex-pointe avec Nikic de la Serbie, qui égalise à 1 minute de la fin. Et puis ça sera pas suffisant parce que, comme tu l'as dit, il leur fallait 3 points et 0 à Olympiakos. Et puis Olympiakos verrouille les pénaltys qui sont devenus finalement anecdotiques, à part une victoire de prestige. Mais effectivement, Olympiakos confirme sa première place et finit premier de ce groupe. Ouais, une fin de match agitée, puisque tu l'as dit, donc ce dernier but à 1 minute de la fin de l'égalisation. Olympiakos, à 22 secondes de la fin, a une supériorité numérique qu'on pensait transformée par Angyal, mais finalement le but a été refusé. Et par 2 fois, Radnicki a eu supériorité numérique et qui n'ont pas réussi à transformer. Et donc, du coup, c'est effectivement ce match qui se joue au penalty et qui écarte Radnicki de la suite de la Champions League. Ils seront reversés en Eurocup. Ouais, la clé en fait la clé de ce groupe-là. Donc le Olympiakos finit premier à 14 points, Mladost 12, Radnicki 10 et le Vasas qui ferme la marche avec 0 points. C'est ce fameux match à Zagreb où le Mladost a réussi à la dernière seconde sur ce penalty de Nagaïev à prendre l'avantage sur Olympiakos. Ils ont pris 3 points que Radnicki, à l'inverse, n'a pas été capable de prendre. Donc la différence s'est faite là et ce joker que les Croates ont pris, ils l'ont tenu jusqu'au bout et donc ils sécurisent la 2e place. Et oui, parce que donc on rappelle, tous les matchs se déroulaient en même temps, simultanément à 20h, et dans l'autre match de ce groupe A, Mladost s'impose 15-13 uniquement contre Vajach, qui n'avait plus rien à jouer, puisqu'ils étaient forcément derniers, ils avaient 0 points avant ce match, et ils resteront à 0, et Mladost qui assure cette 2e place, une belle équipe de Mladost qui a su, comme tu viens de le dire, effectivement, saisir le joker dont elle avait besoin pour se qualifier. Alors il y a 15-13, il y avait 12-7 début de 4e, il y a 6-3 pour le Vasas à la fin. Mais effectivement, on savait que le Vasas était derrière et que prétendument Olympiakos était devant, à savoir de Radnicki ou de Zagreb allait passer l'obstacle. Et puis c'est les Croates. On a dit qu'un Mladost est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Ils ont construit une équipe pour ça, en rappelant un peu tous les Croates qui jouaient à droite et à gauche. Et puis ils sécurisent et ils valident leur ticket pour la 2e phase de la compétition. On passe au groupe B. Le groupe B était constitué de Novi Beograd, Jadran, Erceg Novi, donc les Monténégrins, Jadran Split, les Croates, et Reko. Match décisif, Jadran Erceg Novi qui recevait Belgrade. Match important pour récupérer ce 2e ticket. Et Belgrade s'impose à l'extérieur 15-12. Belgrade, rappelons, l'équipe de Milan Glusac, élu MVP, le gardien serbe, lors des derniers championnats d'Europe. Ouais, écoute, c'était une finale pour la qualif. Et puis, les Serbes font évidemment la très belle opération. Ils s'imposent sans, je vais pas dire sans trop de difficultés, mais l'écart était fait fin de 2e. Il y avait déjà 9-3. Ils ont enfoncé le clou. Il y avait 13-5 fin de 3e. Et puis, Jadran Erceg Novi arrive à remporter la dernière période 7-2, ce qui masque un petit peu la réalité du score. Le mal était déjà fait et Novi Beograd, continue dans ce groupe à voguer aussi vers la poule d'après. Et puis, Reko était déjà qualifié, donc ne risquait rien. C'était assez attendu, bien évidemment. Et puis, dans ce duel entre des Monténégrins et des Serbes, les Serbes l'emportent et valident aussi leur billet. Oui, à noter quand même Belgrade, donc qui continue sa route. Belgrade, une équipe qui a été quand même pas mal modifiée à l'intersaison. Donc ils ont perdu des joueurs, ils ont perdu leur entraîneur, mais ils sont toujours là au rendez-vous. Le polo serbe qui répond présent grâce aussi un joueur très important côté serbe, Martinovic, qui a été auteur de plusieurs buts, dont 2 buts dans les 80 dernières secondes pour porter le score 9-3. 2e match de ce groupe, Split, qui n'espérait plus grand-chose, qui recevait l'armada italienne de Pro Reko. Petite victoire de Pro Reko, 15-13. Ouais, le premier qui ne pouvait plus être rejoint et le dernier qui pouvait éventuellement aller chercher la 3e place, mais qui ne change pas grand-chose au final. Être 3e ou être 4e, ça donne pas un droit supplémentaire.
Et donc, écoute, Reco a fait le boulot gentiment, sans forcer, mais s'impose logiquement à Split. Pas grand-chose à dire sur ce match-là. Ce qui nous donne au classement final de ce groupe, Pro Reco premier avec 18 points, deuxième Belgrade, donc qui prend ce fameux ticket avec 9 points. Jadran Herceg-Novi, donc les adversaires du soir, finissent troisième avec 6 points. Et Jadran Split, dernier avec 3 points. Donc juste Jadran Herceg-Novi et Jadran Split, dans ce groupe, seront reversés en Eurocup. Groupe C, pas beaucoup de suspense dans ce groupe puisque les deux premières équipes avaient déjà validé leur ticket, à savoir Ferencváros et Brescia. Donc je vais directement donner le classement puisqu'il n'y avait pas d'enjeu dans ce groupe. Donc Ferencváros qui finit premier avec 16 points, Brescia deuxième avec 14 points, Oradea troisième avec 3 points et Primorac Kotor avec 3 points également. Et donc, pour ouvrir cette soirée, Kotor qui accueillait l'Armada, cette fois-ci hongroise, et 25-15 en faveur des Hongrois. Les Hongrois, on en a parlé plusieurs fois, qui misent tout sur l'attaque, donc 25 points, et par contre, ils en prennent 15 quand même. Oui, c'est un polo à risque. Ils mettent 25 buts, donc polo à risque, mais polo de talent quand même, hein, évidemment. Donc bon, au final, il y a 10 buts d'écart. C'est pas une surprise non plus, hein. Ce groupe-là, c'était le groupe où, j'allais dire, l'écart entre les deux premiers et les deux suivants était quand même le plus large. Donc, le tirage au sort a fait que, écoute, ils ont vogué gentiment. Ils se sont fait surprendre par Brescia quand même, qui les a battus au penalty, Ferencváros. Mais sinon, oui, Brescia FTC, fort logiquement, premier, deuxième de cette poule-là. La logique est complètement respectée. Et donc, deuxième match, Brescia-Oradea, victoire qui s'est dessinée plutôt dans le troisième quart-temps, il me semble. Donc, victoire de Brescia 17-13, donc les Roumains qui étaient revenus à 7-6, mais les Italiens qui ont décidé d'accélérer et qui ont marqué 4 buts d'affilée pour porter le score à 11-6. Et même si Oradea aura réussi à revenir à 13-12, puis à rester au contact à 14-13, les Italiens ont géré la fin de match tranquillement. Groupe D, donc le groupe qui nous concernait particulièrement puisque c'est le groupe de Marseille. Et donc de ce groupe, rappelons, était composé de Sabadell, Hanovre, Barceloneta et Marseille. Donc dans ce groupe, Barceloneta accueillait Hanovre, équipe allemande qui a réussi à gagner 3 fois dans ce groupe, alors que jusqu'à présent, depuis 2018, ils n'avaient gagné aucun match. Et cette fois-ci, ils en ont gagné 3 et une lourde défaite quand même à Barcelone, 20-12, donc une équipe qui a pris beaucoup de buts pendant cette phase de groupe et logiquement pas de suspense du côté barcelonais. Ouais, écoute, le Barceloneta fait le job, j'allais dire fort logiquement. Il y avait des esprits un peu chagrins qui disaient qu'ils pouvaient éventuellement laisser filer pour favoriser la qualification de Hanovre, scénario auquel je n'ai jamais cru. Donc Barceloneta sécurise la première place qui, on le rappelle, est très importante parce que quand tu es premier d'un groupe, tu croiseras ensuite avec 2 deuxièmes et un premier, ce qui est toujours mieux, surtout que tu as mentionné la liste des premiers, Reco, Ferencváros, Olympiakos. Donc effectivement, il vaut mieux s'en tirer en prenant qu'un sur les 3 plutôt que 2. Donc Barceloneta sécurise sa première place sans surprise du tout pour moi et donc se qualifie. Barceloneta, c'est un habitué de ces joutes-là et donc toujours dans les places classées, c'est l'équipe qui a fini 3e l'année dernière, hein, qui est montée sur le podium de la Champions League, donc leur qualification est complètement logique. Oui, complètement. Dans l'autre match, celui qui nous intéressait, effectivement, le scénario qu'on n'espérait pas voir, s'est produit. Sabadell qui s'impose 16-13 contre Marseille. Marseille qui, dans ce match, je trouve, n'a pas trop existé. Sabadell a joué à plein régime, d'entrée de jeu. Parce que l'équipe de Marseille n'a pas été à la hauteur et du coup cette victoire de Sabadell met fin au parcours de Marseille en Ligue des Champions.
les Espagnols qui ont joué pour l'honneur, puisqu'ils n'avaient plus aucune chance de se qualifier, et ils n'ont pas fait de cadeau aux Marseillais, et en menant rapidement dans ce match 5-2, hein. Donc on avait 2 matchs à 50 km d'écart entre Barcelone et Sabadell pour ce groupe D, et malgré cette défaite, on va dire, les hommes forts de Marseille ont répondu présent, hein. Je pense notamment à nos Français, Hugo Crouzilla et Thomas Vernou, puisque tu vas y revenir, je crois, dessus. Mais voilà, ils marquent 11 buts à eux deux sur les 13, laissant, on va dire, les étrangers. Alors, il n'y a pas que les buts, hein, on en parlait un peu en off avant de démarrer cet épisode, il n'y a pas que les buts qui comptent. Mais quand on prend un certain nombre d'étrangers dans son effectif, on espère qu'ils soient décisifs. Et ça n'a pas été le cas sur ce match. Sabadell, qui s'en est pas laissé compter, malgré qu'il n'avait plus rien à jouer. Il savait qu'il serait en Eurocup. Et puis, voilà, Marseille qui n'a pas su saisir sa chance, qui avait cette dernière chance de se qualifier. Et malheureusement, ça a tourné du coup en faveur d'Hanovre, puisque Marseille n'a gagné que 2 matchs dans cette phase-là. Oui, Christophe, écoute, beaucoup de choses à dire, et puis finalement pas tant que ça, parce que le sport de haut niveau, finalement, se cristallise un petit peu sur le résultat. Et le résultat, comme tu l'as si bien expliqué, est défavorable aux Marseillais. Écoute, j'ai 3 sentiments par rapport à ça. J'ai de la tristesse, de la déception, et puis un soupçon quand même de colère. Je vais développer les trois. De la tristesse parce que Marseille, c'est le fleuron du water-polo français, c'est l'équipe qui nous représente au plus haut niveau depuis longtemps, et donc c'est une perte quand même pour le water-polo français que cette élimination-là. En tout cas, c'est pas un bon résultat. De la déception parce que écoute, j'aurais été un jusqu'au boutiste sur cette campagne-là, à toujours penser que Marseille allait finir par s'en sortir. De la première à la 6e journée, je les voyais quand même aller passer à Sabadell. Et puis, écoute, journée après journée, en tout cas, les 4 dernières journées m'ont donné tort. Donc, je suis quand même déçu parce que, il y a déception quand tu sais que ton équipe a les armes, plus que les armes même pour lutter. Et puis, qu'en fait, le résultat lui passe sous le nez. Et puis un petit peu de colère aussi parce que je pense que Marseille ne va pas dans la bonne direction, en tout cas au niveau de ses choix, du moins pour la Coupe d'Europe. Je vais m'en expliquer aussi après. Donc en fait, si on fait un petit retour en arrière, au tirage au sort, on avait donc Barceloneta, un habitué, et une équipe capable de matcher avec Marseille, une équipe que Marseille rencontre très souvent. On avait Hanovre et on avait Sabadell. Hanovre, tu l'as déjà dit, n'enregistrait jusque-là aucune victoire dans cette compétition. Je rappelle qu'Hanovre est champion d'Allemagne et que l'Allemagne n'est pas parvenue à se qualifier pour le championnat d'Europe de Belgrade de cette année, ce qui signifie que c'est un pays qui n'est plus dans les 16 meilleures équipes européennes. Le championnat d'Europe, c'est plus le championnat d'Europe d'avant où il y avait 8 équipes, ni celui d'après où il y en avait 12. Maintenant, il y en a 16. Donc, c'est un petit peu l'école des fans où tout le monde est un peu récompensé. Et puis, malgré ça, les Allemands n'ont pas réussi à se qualifier. C'est pour moi un marqueur quand même très important. Et puis, écoute, il y avait Sabadell qui, même si on l'a déjà aussi souligné, est une équipe intéressante, mais c'est pas une équipe quand même qui devait effrayer Marseille. Et Marseille devait logiquement sortir de cette poule-là. Alors, les pronostics ont été validés parce que la première journée a vu Marseille battre Hanovre 20-9. Donc, ce qui confirmait qu'Hanovre n'était pas trop invité à la fête. 11 buts d'écart, c'est quand même énorme. Et puis, Marseille a enchaîné sur une victoire extrêmement probante à Barceloneta. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont s'imposer comme ça en Catalogne. Et puis, là, je t'avoue que moi, j'étais à 70% de chances de se qualifier après Hanovre. Et là, on passait à 95%. Et même s'il restait 4 matchs à jouer, je t'avoue qu'à ce moment-là, la qualif pour moi était en poche et restait à déterminer qui allait finir premier ou deuxième de la poule. On rappelle les données, le premier de la poule joue contre 2 deuxièmes et un premier quand ils croisent. Quand on sait que de l'autre côté, vraisemblablement, Olympiakos, Recco et Ferencváros allaient se qualifier, il fallait absolument en avoir que 1 à jouer au lieu de 2. Donc, on était en droit de se poser la question de savoir si Marseille allait finir le boulot à la maison contre Barceloneta et donc décrocher la première place. Et puis, le premier accroc, c'est cette défaite contre Sabadell à la maison.
Je pense que Marseille n'a pas trop vu le danger, s'est dit que il y avait un espèce de coussin, un joker avec la victoire à Barceloneta et que cette défaite contre Sabadell, finalement, elle était gênante, mais il restait 3 matchs pour se qualifier et que la qualif allait arriver. Là-dessus, tu vas jouer à Hanovre. Comme je l'avais dit, si tu avais battu Sabadell, tu allais à Hanovre avec 9 points. Et effectivement, sur un trop-plein de confiance, tu pouvais, je dis bien pouvais, te faire surprendre à Hanovre. Mais la défaite de Sabadell les condamnait quand même grosso modo à gagner à Hanovre, en tout cas à ramener quelque chose. Parce que derrière, en cas de défaite, tu restais tanké à 6 points et il te restait 2 matchs dangereux quand même. Barceloneta et Sabadell, ils ont été perdre à Hanovre, ce qui est pour moi complètement incompréhensible. Il y a juste une stat quand même qui est importante. Donc Hanovre va finir quand même par se qualifier dans cette poule-là. En ayant enregistré 3 victoires, donc 3 victoires fatalement au minimum, ça te fait un +3 au goal average. Et Hanovre termine cette poule de 6 matchs en ayant un goal average de -30. -30 en 6 matchs tout en en ayant gagné 3. Ce qui veut dire que leurs 3 défaites, c'est du 11 buts de moyenne, 11 ou 12 buts de moyenne avec un pic à 16 buts de différence contre Barceloneta. Alors, je sais bien qu'un match fait pas l'autre, je sais bien tout ça, mais perdre à Hanovre, quand t'as gagné 29 à l'aller, et que t'as un budget, comme le cercle a ce budget-là, c'est quand même très, très embêtant. Et puis, là-dessus, la spirale a jamais réussi à s'inverser. Tu perds chez toi Barceloneta en ayant mené quand même tout le long. Et puis, tu vas jouer ta peau à Sabadell. Alors, le résultat à Sabadell pouvait servir à rien si dans le même temps, Hanovre allait chercher quelque chose à Barceloneta, puisqu'on n'est pas à une surprise près dans cette poule-là. Et puis, tu t'aperçois que Barceloneta a fait le job très correctement, 20-12. Et puis, que toi, tu t'es à nouveau pris les pieds dans le tapis, dans les grandes largeurs quand même, hein, parce que c'est une défaite 16-13, mais il y avait 15-9. Écoute, Marseille, je répète, mais il y avait 6 points au bout de 2 journées. Il t'en faut grosso modo, si tu regardes un petit peu, il t'en faut 10 pour te qualifier. Avec 10, normalement, t'es sécure. Il restait donc 4 points à prendre. 4 points à prendre pour Marseille en 4 matchs. Et puis, écoute, ils en ont pris 0. Oui, complètement. Là, Marseille, avec 6 points, effectivement, sur 2 matchs, on s'aperçoit, quand on regarde les classements finaux, qu'avec 10 points, tu l'as dit, à part Radnicki, hein, c'est vraiment l'exception, Radnicki avec 10 points, tous les autres deuxièmes ont au minimum 9 points. Donc, ça passe pour, on l'a dit, Hanovre avec 9 points. Belgrade passe avec 9 points. Et ensuite, les deuxièmes, c'est 12 points pour Mladost et 14 points pour Brescia, mais bon, dans des écarts beaucoup plus importants, puisque Oradea et Primorac Kotor dans cette poule-là avec Brescia et Ferencváros, on voit qu'il y a quand même un gros écart. Et finalement, cette poule-là, ça a été la poule de Marseille, ça a été la poule la plus ouverte. Et on a effectivement Barceloneta 15, on le redit, Hanovre 9, Sabadell 6 et Marseille 6, qui finit dernier de cette poule. Dernier de la poule. Alors écoute, là, j'ai parlé donc de tristesse, de déception. La déception, elle vient, elle est proportionnelle au. Tu peux chuter si tu tombes dans une poule un peu casse-croûte avec le Mladost, Radnicki et Olympiakos. Tu peux te faire surprendre parce que là, l'adversité est de taille. Mais là, quand même, t'as 6 matchs pour te qualifier. Tu peux pas passer à travers dans les grandes largeurs comme ça. Et tu vois, même pas, t'arrives à arracher un petit match au penalty parce que finalement, tu t'aperçois quand même que les pénaux, même si tu perds, tu marques un point, l'autre il en marque que 2, c'est quand même, c'est une lapalissade, mais c'est mieux que 0 et 3. Et écoute, j'ai attendu une réaction de Marseille qui est jamais venue. Sabadell qui jouait plus rien à part un petit baroud d'honneur pour pas finir dernier de la poule. Écoute, sans Averka, je l'avais déjà dit, voilà, mène 15-9 face à une équipe de Marseille, je pense un petit peu perdue. La colère, maintenant, je pense que... Alors, quand tu regardes un petit peu les stats sur ce match-là, tu t'aperçois que... alors, je sais bien que le water-polo ou le sport en général, c'est pas que les buts. Mais à un moment donné, pour gagner les matchs, il faut quand même que tu marques des buts et que tu en marques plus que l'autre. Et il faut que tu trouves des joueurs pour les marquer. Et je vois que sur 13 buts qu'on marque, écoute, Hugo Crouzilla en met 5 et Thomas Vernou en met 6. Donc 11 buts à eux deux sur 13. Donc je vais revenir sur la fameuse politique de Marseille que je ne comprends pas et qui pour moi est une erreur. C'est cette politique du choix, du nombre et du choix des étrangers. Tu peux réussir des choses en étant seul parce que tu es un génie et que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Mais la politique qui est suivie par Marseille,
n'est suivi par personne d'autre en Europe. Tu vas à Sabadell avec 8 étrangers, 8, même le deuxième gardien maintenant. Alors je suis pas dans les petits papiers, hein, mais même le deuxième gardien, ça a été Brody McKnight, Arshak Ovanessian, a sauté aussi. Et moi, je trouve ça très dommageable pour le water-polo national. Et je veux pas dire presque ridicule, mais oui, quand même. J'ai pas peur des mots. Tous les clubs dont je vais te parler travaillent pour leur club, mais pour l'équipe nationale. En sous-main, Olympiakos, tu as 2 étrangers, 12 Grecs. Ferencváros, qui a des moyens financiers aussi très puissants, ils ont que 3 étrangers. Dissoma, Argyropoulos et Mandic. Et puis Marseille en a 8. Alors j'ai rien contre les étrangers ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. Mais pour moi, la définition d'un étranger, c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose qu'un Français peut pas t'apporter. Donc c'est quelqu'un qui à un moment donné va être décisif. C'est quelqu'un qui à un moment donné va prendre le jeu à son compte, va prendre ses responsabilités et va éventuellement te sortir de la mélasse dans laquelle tu es. Et c'est pas le cas du tout des étrangers de Marseille, hein. Je regarde les matchs, là tu as un match à la mort, et puis en fait c'est nos petits Français qui font le boulot. Alors je tombe pas nécessairement sur les étrangers, je tombe pas nécessairement sur les joueurs qui marquent pas, mais quand même, où sont les Laroumbé, où sont les Spahic, où sont les Gadamassi, Nagy, sur un match comme ça? Ils sont absents, et ça pose un vrai problème pour moi parce que quand je parle de jouer pour l'équipe nationale, c'est qu'à un moment donné, tu dois œuvrer pour ton water-polo, pour le mouvement de ton water-polo interne, et tu dois faire jouer tes nationaux. Et là, je suis désolé, mais l'écart qu'il y a entre les étrangers qui jouent et les Français qui jouent pas, mais il y a pas d'écart en fait. Il y en a pas. Pourquoi tu privilégies un Spahic? Pourquoi tu privilégies un Gadamassi? Tu commences à faire venir des Hollandais, tu commences à faire venir des Monténégrins pour aller. Donc la Hollande a fini derrière la France au championnat d'Europe. Le Monténégro est maintenant à touche-touche avec la France. C'est pas une plus-value du tout. Ah non, c'est pas une plus-value, effectivement. Tesanovic dans le but, il a pris beaucoup de tirs de loin et son pourcentage, il est faible, hein. Je pense que moi, dans tous les matchs que je l'ai vu jouer, il y a qu'un match où il a été bon. Alors je sais plus si il s'est aligné avec Barceloneta, peut-être c'était celui-là, mais tous les autres matchs, alors oui, il a des fulgurances dans le match. Des fois, il arrive à enchaîner quelques beaux arrêts, tout ça, mais il se prend des buts qu'à ce niveau-là, enfin, je pense que voilà, les Erdevas, les Loriot, et Aguirre, ils les prennent pas ces buts-là. Ou si, quand c'est Thomas Vernou qui envoie un sac ou un Mandic, mais pas quand c'est Cabanas, il en a mis quelques-uns. Famera, il en met aussi. Bon, c'est 2 joueurs internationaux espagnols, et Cabanas, il a fait un très bon championnat d'Europe. Mais quand même, quoi, je trouve que je te rejoins sur les tirs des étrangers dans ce match. Nagy, il prend 2 tirs, il en met 0. Drazovic, il fait 1 sur 1, mais on sait que Drazovic, c'est pas lui qui va faire basculer le match en attaque, hein, c'est plutôt un défenseur. Kalogeropoulos, 1 sur 3. Et enfin, Gadamassi, 0 sur 1, quoi. Donc, c'est sûr qu'avec si peu de tirs, il risque pas d'être décisif. Donc, je pense pas que il y avait un plan spécial, en tout cas, je l'ai pas vu, s'il y en avait un plan spécial contre ces joueurs-là. Mais, comme tu disais, c'est nos petits Français, Hugo Crouzilla et Thomas Vernou, qui sont là, quoi. Bon, après, c'est vrai que Romain Marion Vernou et Alexandre Bouet, n'ont pas été trop en réussite, mais il y a d'autres matchs où on les a bien vus. Ah oui, moi je les englobe tous les deux dans le scoring, parce qu'effectivement, Alexandre Bouet, il nous a souvent sorti des matchs des matchs importants où il nous a sorti des très bonnes prestations en mettant le petit but qu'il fallait ou les buts qu'il fallait. Donc je le sais pas parce qu'il a pas marqué à Sabadell que je le mets dans le même sac que les autres. Mais encore une fois, tu t'aperçois que, tu vois, si on fait un petit sondage sur les meilleurs joueurs français, je vais faire une digression, mais les meilleurs joueurs français depuis, on va dire, 1980, si tu me demandes, moi, les 5 meilleurs, je vais t'en donner 4 sûrs. Le 5e, je te le dirai pas, mais on sera d'accord, pas d'accord. Mais les 4, pour moi, t'as pas dans l'ordre, mais Pierre Garceau, Thomas Vernou, Hugo Crouzilla, Michael Bodegas. Dans les 4, t'as 3 meilleurs Français, pour moi, de tous les temps. Dans cette équipe-là, avec 8 étrangers en plus, et tu passes pas à Hanovre, ça veut dire que tes étrangers, ils sont pas bons.
Je vais pas tomber à bras raccourcis parce que c'est facile ou ça, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Est-ce que tu as besoin vraiment d'en avoir 8? Est-ce que t'es pas mieux quand même d'en avoir 4 et puis 4 top mais pas 8 demi-top? Tu laisses à la maison quand même, ça me gêne pour ce genre de match-là, des internationaux français. Canovas, il est pas dans les 14. Andrea Donardi, il est pas dans les 14. Donc maintenant, tu fais venir des Hollandais, tu fais venir des Monténégrins qui sont de faibles Monténégrins pour moi, et tes Français, ils jouent même plus, donc t'as aucune chance de les voir progresser. C'est pour ça que je te parle de l'équipe nationale. Tu dois travailler pour ton équipe nationale. Les Français, quand ils sont équivalents aux étrangers, ils doivent jouer. Tu crois qu'en Italie, Spajic, il jouerait à la place d'une pointe italienne à Recco? Tu crois que si tu avais un petit grec qui commence à percer un petit peu en pointe, tu lui dirais non, tu joues pas parce que tu mets Spajic? Non, tu le ferais jouer. Tu vois, je vais te dire un truc. Le petit Mathis Mas, il est parti de Marseille parce qu'il avait aucune perspective de jeu. Donc il est à Strasbourg, il est certainement très heureux à Strasbourg et tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce que tu aurais à perdre de faire jouer ce gars? Les gamins des clubs dans lesquels ils sont formés, ils te redonnent souvent plus parce qu'ils ont l'amour du club. Ils te donnent souvent plus qu'un mec qui est de passage, qui était pas là avant, qui sera pas là après. Alors oui, les gens vont me dire, mais t'es fou, Spajic, il est meilleur que Mas. Ouais, il est meilleur que Mas peut-être maintenant. Mais mise sur Mas, fais jouer tes locaux, développe-les, et tu verras que tu auras des résultats. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le dernier joueur français, le dernier Marseillais, on va dire, qui joue dans le club en ayant été formé au club, c'est Thomas Vernou. Thomas Vernou, c'est plus le petit jeune de 14 ans qu'on a connu, il a 24 ans maintenant. C'est-à-dire que je demande pas à ce qu'on reproduise un autre Thomas Vernou, ça c'est pas possible. Mais t'as pas un joueur français formé au cercle qui joue depuis Thomas Vernou en équipe première. Ça pour moi c'est problématique. Ces empilements de joueurs étrangers, enfin pour moi ça n'a ni queue ni tête, étant donné le casting de ces joueurs-là, qui je sais pas, le club doit quand même à un moment donné se poser et réfléchir. Les Français dans cette compétition-là, ils t'ont pas déçu. Ils t'ont pas déçu, les Français. Ils t'ont même sorti de là. Et ceux qui sont déçus, qui sont pas au niveau, pour moi, c'est les étrangers. Et le problème, c'est que quand c'est les étrangers qui sont pas au niveau, que t'en as 3, ça va, mais quand t'en as 8, ton équipe, elle coule. Elle coule. Et puis, même, c'est pareil, au niveau de la cohésion. Si t'as 8 étrangers en championnat, alors je rappelle quand même une ineptie pour moi, Marseille a milité pour avoir 5 étrangers dans le championnat cette année. 5 étrangers, donc le 5e étranger, il y avait qu'eux qui pouvaient se l'offrir parce que les autres clubs tirent la langue financièrement. Et donc ça, c'était pour se développer en Coupe d'Europe. Et ce 5e étranger devait normalement permettre à Marseille d'avoir des résultats supérieurs. On a vu ce que ça a donné. Il y a eu la même chose en Espagne, où le club qui a mis son veto à l'ouverture d'un 5e étranger, c'est Barceloneta, parce qu'ils ont peut-être compris aussi que ça allait pas arranger le water-polo espagnol. Et en fait, t'as 8 étrangers, t'en as 5 qui jouent en championnat, c'est-à-dire que t'en as 3 donc qui jouent pas, et ces 3-là, c'est pas toujours les mêmes. Donc quand on parle de cohésion et de stabilité, comment tu veux trouver une cohésion quand l'équipe c'est jamais la même? Donc t'en as qui jouent pas en Champions League parce que j'ai nommé Canovas, Donardi parce qu'ils sont même pas dans les 14, mais ces joueurs-là, t'es obligé de les faire jouer en championnat. Et donc en fait, ils jouent dans une équipe, ils ont pas l'habitude, l'équipe a pas l'habitude d'eux, etc. Puis après en Coupe d'Europe, c'est des nouveaux qui jouent et ça va pas. Donc j'ai jamais défendu ce truc-là, tu sais, il y a un club qui a fait ça, c'est Nice. Nice, c'était même pire que ça parce qu'il y a une période où ils ont eu jusqu'à 11 étrangers. Ils avaient, je crois, le deuxième gardien et un Français. Je sais pas si c'est pas Vincent qui était le joueur français ou Marc Amardeil, un truc comme ça. Et puis, ils avaient une colonie de Slovaques et de Néerlandais. Et en plus, la double peine, c'est que quand toi, tu te retrouves à jouer contre ces équipes nationales-là, qui sont des équipes de ton standing, tu perds, parce que les mecs, ils jouent et toi, tu joues plus. Donc ton club champion de France, ton club phare, fait jouer des gars qui sont en concurrence en équipe nationale avec toi. C'est pas possible, ça. Enfin, si, c'est possible, mais ça aura les résultats que ça a actuellement. Oui, ça a pas d'intérêt, on va dire, dans un moyen et long terme, ça n'a aucun intérêt et encore moins pour effectivement ton équipe nationale. Alors pour tempérer quand même juste un petit peu, mais bon, dans le match qui aurait pu être décisif aussi contre Hanovre, je regardais un petit peu les stats. Bon, on a quand même les étrangers qui s'étaient un peu mis en avant, mais bon, il y avait encore cette perspective de ce dernier résultat. Mais bon, Nagy qui en avait marqué 5, Drazovic 2, Spajic 2, Kalogeropoulos 1.
Bon, Spajic, là, on l'a un peu vu, mais Gadamassi était là et Gadamassi, 0 et il a pas marqué. Donc je pense que il y a quand même dans les dernières recrues, pour moi, il y a quand même 2 flops, on va dire. C'est un peu Tesanovic, parce qu'il a pas apporté, je pense, ce qu'il devait apporter. Et finalement, bon, la saison est pas encore finie, mais bon, vu que déjà ils sont plus en Champions League, c'est Gadamassi, quoi. Même s'il jouait à Novi Beograd, qu'il a été en finale du Final Four l'année dernière. Christophe, Gadamassi, je suis d'accord, mais le maintien de Spajic, non mais attends, c'est un gars qui prend 10 matchs de suspension l'an passé pour brutalité. Déjà, il se sauve un peu. Il est pas. On avait fait Oui. le podcast avec Frédéric Odon où il hésitait quand même à un moment donné à lui couper la tête. Donc il se maintient là-dedans. Donc déjà c'est inespéré. Mais moi je comprends pas la décision de garder ce type de joueur-là. Alors est-ce que Tesanovic est monténégrin, je vais aller jusque-là, hein, Spajic est monténégrin et le coach est monténégrin. Est-ce qu'on fait la place un peu, je veux dire, aux copains? Parce que le Spajic, c'est pas possible. Spajic, Gadamassi, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, j'ai suivi la politique du cercle quand ils ont pris Perlainovic, exceptionnel, Manertz, des joueurs comme ça. Même un gars comme Dobé qui est resté que 6 mois, c'est pas la même classe que les joueurs dont on parle là. Et je suis sûr et certain que si t'as Perlainovic, tu perds pas à Hanovre. Parce qu'à un moment donné, ce type de joueurs-là, ils transmettent, de la confiance autour d'eux, et 2, quand tu joues avec ce type de joueurs-là, t'as envie de te mettre au diapason, t'as pas envie de décevoir, t'as envie de faire la belle passe, t'as envie de montrer que tu peux te hisser, pas à son niveau à lui, mais que t'es un joueur qui compte. C'est un patron, et donc t'as pas envie de décevoir. Là, je suis désolé, mais les meilleurs joueurs de ton équipe, pour moi, c'était français. Hein. C'était français. Ouais, Donc, après, bon, on pourrait agrémenter cette équipe d'autres Français, même si je suis pas pour l'agrégation de tous les Français au même endroit pour pas annihiler les autres équipes du championnat. oui, non, mais de toute façon, tu pourras pas en prendre 50 des joueurs, mais en tout cas, On les a même pas. non, mais moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'en fait, tu laisses des gars, des Français à la maison ou sur le banc pour, finalement faire la place à des gars qui sont pas décisifs et puis, qui sont maintenus. Je vais même te dire un truc, j'ai pas l'impression qu'il y a de la concurrence, hein. C'est-à-dire que le dogme, j'ai déjà parlé souvent que Stepanovic, il est dogmatique. Le dogme de Stepanovic, pourquoi à un moment donné les étrangers ils subissent pas la concurrence des autres? Pourquoi un étranger quand il est pas bon, il est toujours dans les 8 étrangers qui jouent à la Champions League? Pourquoi? Pourquoi tu peux pas dire à un moment donné à un étranger, écoute là, t'es un peu, et puis ça lui fera peut-être du bien. T'es un peu décevant. Écoute, moi il y a du monde parce qu'il y a du monde. Je vais pas te prendre et tu vas, écoute, tu vas réfléchir chez toi et puis tu vas revenir un peu plus fort. Non, non, non. Eux, quoi qu'il arrive, ils sont les 8 jouent. Enfin les 8. La seule incertitude c'est Brody McKnight avec Archa Kovanessian. Mais sinon, les autres, ils sont toujours là. Et je répète, Olympiakos, 2 étrangers seulement, 12 Grecs, Ferencváros, 3 étrangers, 11 Hongrois. Tu prends même Reco, hein, qui a été des fois un petit peu borderline au niveau des étrangers. Reco, ils ont, quoi qu'il arrive, toujours gardé une base italienne. Fondelli, Di Fulvio, Yoki Grata, Condemi, Del Lungo dans la cage maintenant, il y avait Eccenica avant. Ils ont toujours eu une identité italienne agrémentée d'étrangers. Mais il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est que en France, on a tendance à un peu trop magnifier l'étranger, sans forcément qu'il ait fait ses preuves. Il est étranger, il est bon. Dans ces pays-là, en Italie principalement, t'as intérêt de prouver quand t'es étranger et t'as intérêt de montrer justement que tu es une plus-value par rapport à un Italien. Si t'es semblable à un Italien ou un peu inférieur, tu vas te faire trucider. Nous, en France, on a ce truc-là de dire bon, il est étranger, il est forcément meilleur que les Français, mais pas du tout. Il y a une question de nombre. En Italie, pendant très longtemps, c'était un. Après, ils ont mis un deuxième étranger. Donc, les étrangers qui venaient, il fallait forcément qu'ils soient bons. Sinon, ils pouvaient pas rester parce qu'il y avait que peu de place et il fallait que ça soit vraiment une plus-value, effectivement. Non, mais Christophe, moi, j'ai connu l'élite en France avec un seul étranger, mais t'avais Apanasenko, t'avais Kovalenko, t'avais Belofastov, les 3 médailles de bronze aux Jeux Olympiques qui étaient des joueurs. Apanasenko, c'était un des 3 meilleurs joueurs du monde dans les années 90, large. Et donc, t'en avais un, mais celui-là, il était incontestable parce que tout le monde le regardait, il disait, lui, écoute, voilà, mais moi, je suis un petit Français aujourd'hui du cercle et je vois Gadamassi qui prend ma place.
quand je suis international, pour moi, c'est une anomalie. Quel est l'écart? Quel est l'écart? Donc, il y en a pas d'écart. Donc, je comprends pas de penser que en empilant les étrangers, même des étrangers de valeur très, très, très moyenne, on va tout d'un coup avoir un résultat au-dessus de la moyenne. Et je m'aperçois quand même que Marseille passe de la 4e place européenne à pas la 8e. Donc, Marseille n'est plus dans les 8. Donc, c'est un sacré recul. Et moi, j'ai pas peur de dire que c'est un fiasco total. Pour en revenir aux étrangers, pour qui est allé au Cercle des Nageurs de Marseille, tu vois le site que c'est. Quand tu veux faire venir un joueur, je vais pas être méchant avec d'autres endroits, mais c'est plus facile de faire venir un joueur au Cercle que de faire venir un joueur à Noisy-le-Sec. Tu lui montres le soleil, la mer, la piscine, le truc. Marseille a une attractivité de par le site qui est exceptionnelle, a une puissance financière qui est largement, voire supérieure à une grande partie du plateau. T'es dans une position de force quand même pour aller chercher des joueurs. Ces joueurs-là que tu fais venir, eux ils viennent, hein, évidemment qu'ils viennent, mais et puis ils repartent pas. Ils repartent, sauf les Manertz, les Pernanovic, parce que eux ils ont un potentiel qui est. Manertz, il est parti pour gagner la Champions League avec Ferencváros, il l'a gagné. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est il y a une erreur de politique. J'espère que Marseille va s'en rendre compte et puis va changer d'orientation. Parce que sinon, c'est quoi? C'est 8, ça suffit pas. On va demander à la fédération d'avoir un 6e étranger l'année prochaine en championnat, ou on va en faire venir un 9e pour jouer la Coupe d'Europe. Puis après, quand tu auras plus de Français, comment tu vas faire? C'est pas quelque chose qui fonctionne, et c'est quelque chose qui fonctionne nulle part d'ailleurs, qui est pas copié. Peut-être à Hanovre. Il y a très peu d'Allemands dans l'équipe, et c'est vrai que les Allemands ont eu toujours aussi habitude, un petit peu comme les Français, à faire appel à beaucoup d'étrangers dans leur effectif. Mais t'as combien d'Allemands là? Ou t'as combien d'étrangers? Je vais te dire, t'as Lozina, l'étranger. Tu dois avoir, comment il s'appelle? Marco Macan, le Croate. Vandenberg. Ouais, ça fait 3. Antonio Bua, je pense qu'il est pas. Oui, c'est un Croate. Ça fait 4. Il y a, alors je sais pas s'il est d'où il est, mais Lazar Vukicevic, c'est un jeune là qui est le 14. Je pense pas. En tout cas, il a pas de. On sait que les Allemands ont beaucoup naturalisé aussi. Hein, ils n'hésitent pas. Admettons. Milardovic. Je sais pas. Nicolas. Puis après, il y a Bozic Zoran. Ça fait pas très allemand tout ça. Ça fait déjà un certain nombre. Hein. Strelewski, ça fait pas allemand, mais c'est un allemand. Oui, mais là, j'aurais pu m'en douter, mais. Félix Benke, je pense que c'est allemand. Marc Gansen, je pense que c'est allemand. Mais les autres, ça fait pas très allemand. Pour aller un peu quand même dans ton sens, Frédéric, on n'est pas là pour... on essaye d'être aussi contradictoire, mais il y a plein de choses que tu as dites que vous pouvez retrouver en partie dans l'interview pendant le trophée Pierre Garceau que j'ai pu faire avec Pierre-Frédéric Van Peperstraat. On a abordé cet échec, ce fiasco, comme tu l'as dit, Frédéric. Bon, on n'a pas été jusque-là parce que c'était pas forcément évident pour lui, mais donc il nous en parle. Donc je vous invite à écouter. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Mais un petit peu en synthèse, pour lui, les matchs qu'il y a eu, notamment Hanovre et Sabadell, pour lui, il les a qualifiés de fautes professionnelles. Je lui ai demandé un peu comment on passe du Final Four à même pas passer le premier tour, parce que les autres c'est le tour qualificatif, mais là on est vraiment dans la Champions League. Il m'a parlé aussi de problèmes de communication, donc je vous laisserai juger si vous trouvez que c'est suffisant ou pas. Je voulais revenir sur la discussion que j'ai eue justement avec Pef. Ils sortaient d'un d'un stage à Reco apparemment où ils ont bien travaillé, et derrière ils s'inclinent à Sabadell. Je pense qu'ils ont pas joué le polo qui est le leur. J'ai trouvé, moi, on y reviendra après, mais sur le trophée Pierre Garceau, une demi-finale pour moi sans trop de fond de jeu quelque part. Ils ont mieux joué sur la finale, plus appliqué tactiquement, tout ça, sur les passes. C'est pas le Marseille du début de saison. Et après, c'est sûr, hein, les défaites te font gamberger. C'est plus facile quand tu gagnes pour aller chercher de la performance. Mais bon, voilà. Grosse déception pour la Champions League. Tout ne s'arrête pas là. Il y a l'Eurocup. On leur souhaite, moi, je leur souhaite le meilleur pour cette Eurocup. J'espère qu'ils seront en finale et ils seront en mesure de la disputer et de la gagner. Mais en attendant, il y a quand même encore pas mal d'étapes à passer. Je pense pas que les ambitions du Cercle en début de saison, c'était d'être reversé en Eurocup. Hein, c'était d'essayer d'aller au moins aussi loin que l'année dernière, voire plus loin.
et donc de retourner à Malte pour le Final Four. Et donc ils sont reversés en Eurocup avec donc les 8 équipes déjà de l'Eurocup et puis les 8 équipes reversées de la Champions League. Ce sera alors oui, si effectivement si Marseille gagne l'Eurocup, on me dira bah écoute, voilà, tu comprends rien, et puis nous on a gagné une Coupe d'Europe, j'espère qu'ils la gagneront, hein. On a gagné une Coupe d'Europe et puis voilà, mais je pense que c'était pas dans les plans du club. Et cette Eurocup, elle va pas être facile non plus parce qu'il y a des clients, hein. Il y a à commencer par Radnicki, et même il y a une foule d'équipes, et puis bah le problème c'est que Marseille qui était un peu une citadelle, bah les clubs maintenant se disent que si Hanovre y est arrivé et Sabadell 2 fois, pourquoi pas eux? Donc ça désacralise un petit peu la valeur de Marseille, et il faudra un grand Marseille pour passer les tours et essayer d'aller rejoindre cette finale de l'Eurocup comme la dernière fois. En espérant ça, mais vous pouvez donc réécouter cette interview d'après-match. On va survoler quand même assez rapidement l'Eurocup parce que en fait tout s'était déjà joué à l'avant-dernière journée quasiment. Il y avait qu'un seul groupe où une dernière place devait être attribuée, c'était le groupe C, on va y revenir. Mais après, à part peut-être être premier ou deuxième, il n'y avait plus d'enjeu. Toutes les équipes qui allaient passer au prochain tour étaient déjà connues. On va donner un peu les résultats rapidement. Donc, premier match, et c'était celui qui s'est disputé en premier, et c'était le seul qui véritablement avait de l'enjeu. Duel grec, Vouliagmeni qui accueillait Panathinaikos. Vouliagmeni qui perd à domicile 14-12 contre le Pana, et le Pana qui prend cette dernière place qualificative en passant devant son adversaire du jour, et qui a mené ce match de bout en bout. Ouais, écoute, le duel Hélène, hein, on sait que le Pana a certaines ambitions maintenant, hein. Alors d'ici à concurrencer Olympiakos, je sais pas, mais le Pana, un club qui a de l'argent, qui est le président, c'est un club omnisport, c'est le même président que le basket, donc le roi des produits, des pharmacies, en Grèce. Donc le Pana qui écarte Vouliagmeni, c'est quand même un petit choc parce que Vouliagmeni a longtemps été quand même deuxième de la deuxième équipe grecque, et donc le Panathinaikos qui rejoint les 16 équipes qui constitueront le vivier de l'Eurocup. Et dans ce même groupe, donc, on avait un match sans enjeu, BVSC Mana, les Hongrois, contre les Monténégrins de Podgorica. Match arbitré par Aurélie Bouchez, et match remporté facilement par le BVSC 20-9. Ce qui nous donne un classement, donc là c'était le groupe C, BVSC premier, donc avec 13 points, suivi de Panathinaikos 12 points, Vouliagmeni 11 points et Podgorica 0 points. Dans le groupe A, donc, on avait les Allemands de Duisbourg qui recevaient Terrassa qui s'impose 14-13 à l'extérieur. Deuxième match de ce groupe, duel croato-croate, Šibenik qui recevait Jug Dubrovnik, et victoire à l'extérieur de Jug 16-9, le club de l'entraîneur de l'équipe masculine française. Dans le groupe B, on avait donc là duel pour attribuer le premier ticket. Barcelona qui recevait Szolnok, les Hongrois, et victoire de Szolnok 16-12. Szolnok qui a déjà remporté la Champions League il y a quelques années avec Ugró Kuzia dans son effectif. Et Barcelona qui, notamment, a des anciens pensionnaires du championnat de France, dont l'ancien meilleur buteur du championnat français, Tayo Watanabe. Et Paul Garcia. Deuxième match de ce groupe B, les Roumains du Dynamo Bucaresti qui recevaient les Italiens de Trieste, et Trieste qui s'impose à l'extérieur 16-15. Ce qui nous donne les classements de ces deux groupes A et B. Donc pour le groupe A, Jug Dubrovnik 18 points, Terrassa 12 points deuxième, Šibenik 3 points, Duisbourg dernier, les Allemands avec 3 points. Dans le groupe B, les Hongrois donc réussissent à prendre cette première place avec 15 points, suivi de Barcelona 12 points, Trieste 9 points, Bucaresti 0 points. Et dernier groupe, le groupe D avec Savone qui accueillait l'autre club roumain, le Steaua Bucarest. Petite surprise puisque Savone s'incline 17-16, mais Savone avait déjà sa qualification et la première place déjà acquise, donc
Voilà, sursaut d'orgueil peut-être des Roumains, mais Savone qui en a profité pour faire tourner son effectif. Deuxième match, Spandau Berlin qui accueillait Sabac, les Serbes, et victoire assez nette, 18-12. Pareil, pas d'enjeu particulier sur ce match qui nous donne un classement du groupe D avec Savone premier avec 13 points. Deuxième, Sabac, 12 points. Spandau Berlin, 9 points. Et quatrième, Steaua Bucarest avec 2 points. Donc le match Savone-Bucarest qui s'était joué au pénalty. J'ai oublié de le préciser. Avant de fermer la page européenne, les tirages au sort sont tombés, que ça soit pour la Champions League ou pour l'Eurocup. Donc les quarts de finale de la Champions League, deux groupes. Le groupe A composé donc de 2 premiers et de 2 deuxièmes. Et on aura dans ce groupe Brescia, Novi Beograd, Barceloneta, Olympiakos, joli groupe. Et dans le groupe B, on a Mladost, Ferencvaros, Hanovre et Pro-Reco. Bon, les 2 premières places qui se joueront entre 3 équipes dans le groupe B, puisque Hanovre, je pense, fera que de la figuration et ils risquent de prendre cher comme ils ont fait en phase de poule quand ils n'ont pas joué Sabadell et Marseille. Mon petit pronostic quand même, c'est qu'on devrait avoir dans le groupe A, je vois bien quand même Barceloneta, Olympiakos, mais on n'est pas à l'abri de surprise. Et dans le groupe B, Ferencvaros et Reco, ce qui permettrait, je me mouille un petit peu, peut-être d'avoir Ferencvaros et Reco en finale. Donc finale plus ou moins de rêve, mais il faudra quand même passer la demi-finale avant. Les 2 plus belles équipes pourraient se retrouver en finale, puisqu'elles sont dans la même poule. Pour moi, le groupe B, Ferencvaros se qualifiera. Reco devra éviter l'écueil Mladost, surtout à Zagreb, où c'est jamais facile. Mladost, c'est une belle petite équipe quand même, avec une très forte colonie de l'équipe nationale croate. Donc, il faudra faire attention, même si Reco me paraît quand même armé, mais moins armé que les années d'avant. Et puis l'autre poule, Brescia, il faudra faire attention à Brescia. Brescia se qualifiera pas, je pense, mais pourra ennuyer Barceloneta Olympiakos. Je vois Olympiakos dominer la poule et puis pour il reste beaucoup de temps, mais pour le Final Four, attention quand même Olympiakos sur une demi-finale contre Reco. Pour moi, c'est pas moins fort que Reco et ça sera des matchs très intéressants. Le polo grec, on l'a dit, est très bon. Encore fait 3e au championnat d'Europe en mettant une petite caisse quand même à l'Italie pour le bronze. Donc cette équipe agrémentée de Zalanki et de Daniel Anguial peut quand même causer des dommages à beaucoup d'équipes. Non, il faut pas enterrer Olympiakos, mais je les mets quand même peut-être en dessous Pro Reco dans ce Final Four à venir. Le tirage au sort, du coup, l'Eurocup qui nous intéresse puisque Marseille est reversé. Donc Marseille affrontera Savone. C'est pas forcément la bonne affaire, je trouve, parmi toutes les équipes. On va les détailler après, mais pour moi, c'est pas la bonne affaire. Donc, un 8e de finale, puisque ça se rejouera en match aller-retour, un 8e de finale qui sera déjà compliqué. Ouais, Savone, c'est le polo italien, donc un polo rugueux, sérieux, organisé. Tu mets rarement des caisses au club italien, c'est comme ça, et tu les bats des fois, mais avec un écart qui est assez minime parce qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Le premier match aura lieu à Savone. C'est pas le tirage le mieux, mais Marseille pouvait tomber, je crois, de mémoire sur BVSC, Hughes ou Savone. Écoute, il tombe sur l'équipe d'Alberto Angelini, qui est toujours dans les 3 premiers du championnat d'Italie, derrière Reco et Brescia. Mais maintenant, en valeur absolue, c'est un adversaire à la portée de Marseille. Maintenant, il ne faudra pas que ça soit le Marseille qu'on a vu sur les 4 dernières journées, parce que ça passera pas non plus. Parce que je pense que Savone est meilleur qu'Hanovre, ça j'en suis sûr. Il peut grandement matcher quand même avec Sabadell. Donc méfiance, match aller-retour, il faudra limiter la casse là-bas ou l'emporter et puis finir le boulot à la maison. Mais quel Marseille on verra, en espérant que, à un moment donné, que les têtes se remettent à l'endroit et que ça avance à nouveau. On verra ça, on suivra ça de près, bien évidemment. Dans les autres matchs, on a un Panathinaikos contre Jadran Erceg-Novi. On aura un Oradea Terrassa, donc les Roumains contre les Espagnols. Sabadell contre les Serbes de Sabac. Barcelona contre Radniki. Radniki, grosse armada, son favori.
Vajas donc duel hongrois Vajas qui affrontera le BVSC. Donc tout se passera à Budapest. Et ensuite on a Primorac Kotor qui jouera contre Hug, donc duel des Balkans. Et enfin les Hongrois de Szolnok qui recevront les Croates de Split. Ouais, Christophe, 8e de finale, ça va venir très vite maintenant. Donc, écoute, on suivra de près les résultats de Marseille. Et puis, écoute, on verra si Marseille est capable d'une réaction. J'aime pas trop dire qu'ils nous la doivent, cette réaction, parce qu'ils nous doivent rien. Mais ils se la doivent à eux quand même, parce qu'ils peuvent pas rester sur cette note-là, de finir dernier d'un groupe où il y a Hanovre et Sabadell. J'ai encore du mal un peu à me l'expliquer. Et donc, écoute, ils doivent au moins se prouver à eux-mêmes que leur vraie valeur, c'est pas celle-là, et que Marseille reste un grand club quand même d'Europe. Et donc, ils doivent le montrer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page européenne. Donc, si vous êtes toujours avec nous, on va basculer du côté de la Nationale 1 avec un nouveau match, une nouvelle défaite à domicile de Marseille pour ouvrir donc cette journée, et Marseille qui s'incline face à Livry 13-12. À noter dans ce match que suite à une décision de l'organisme de discipline de la fédération lors du précédent match Moulins-Marseille, on a le Marseillais Chiron qui a 6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis. Et côté moulinois, on a Georgescu Lucas qui lui a 6 matchs fermes. Ouais, Christophe, écoute, dans ce choc opposant le 2e au 3e, Livry-Gargan fait la très belle opération de cette journée en s'imposant 13-12 aux Catalans à Marseille. Un Marseille diminué, comme tu l'as dit. Il n'y avait pas non plus Baptiste Odon. Il n'y a pas Léandre Ondo-Metogo qui a été... To tip off this NBA season on FanDuel, you can choose your own rewards, which means you can play your game any way you want. I get to choose my rewards? Yep. Great! Now, excuse me while I lock in. All customers choose your own reward right now in the FanDuel app. 21 plus and present in select states. 18 plus in Kentucky. Opt-in required. Rewards are non-withdrawable. Restrictions apply, including bonus and token expiration, leg requirement, and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Un habitué quand même de ces matchs-là. Victoire ô combien précieuse de Livry qui reste au contact, même s'il y a 4 points d'écart de Monaco, et qui en tout cas ne se laisse pas décrocher. Donc Marseille qui reste sur une défaite à Givors, une défaite contre Arnes, et puis maintenant une défaite contre Livry-Gargan, qui a du mal un petit peu à enchaîner et à sortir la tête de l'eau. Ouais, Marseille qui était mené 8-5 à la mi-temps quand même, donc qui n'a pas réussi malgré une bonne troisième période 5-4, en s'imposant dans les 2 dernières périodes 5-4 puis 2-1, ça n'a pas suffi pour au moins arracher les pénaltys dans ce match-là. Et Livry, tu l'as bien souligné, qui fait la belle opération en allant s'imposer à Marseille. Deuxième match de cette soirée, donc on continue dans les surprises, on va dire. Sauveteur de Givors, Arnes, et victoire à domicile de Givors contre Arnes 16-14. Une très grosse surprise pour moi, parce que écoute, on avait quitté Arnes vainqueur à Mulhouse, et puis ensuite vainqueur à la maison contre Marseille. Donc Arnes qui pointait le bout de son nez quand même dans le top 4 par le biais de ces 2 victoires importantes, et puis qui trébuche, qui chute même à Givors. Alors certes, Givors est toujours un peu pénible à jouer à la maison, leur victoire contre Marseille en atteste, mais je voyais quand même pas une surprise. Je voyais peut-être une petite victoire, mais pas ce match-là. Et puis écoute, Arnes qui a pu grandement, on l'avait souligné, se reposer sur leur nouvelle recrue Zawi, qui avait marqué 18 buts en 2 matchs, rien que ça. Écoute, là, il a été assez muselé, puisqu'il marque un seul but. Donc écoute, peut-être qu'il y a une parade de fait des Givordins pour limiter l'apport de ce joueur-là. Givors toujours à 11 joueurs seulement à la maison. On le répète journée après journée, mais Givors qui fait une très belle opération. Et puis même s'ils n'ont jamais été... sous la menace d'une quelconque relégation ou d'un bas de tableau, voilà, ils s'assurent une fin de saison tranquille, et il peut leur arriver que du bien, que de monter vers le haut, mais super opération en tout cas des Givordins.
Ouais, un match très accroché qui s'est décanté dans cette dernière période puisque les Givordins remportent cette dernière période 6-4 et alors je veux dire c'est un peu drôle mais j'avais fait un post effectivement sur Arnes, est-ce qu'ils allaient pouvoir tenir le rythme qui était ces 2 dernières sorties et ben il trébuche tout de suite à Givors, bon dans un déplacement qu'on sait un peu compliqué, coup qui marque tout de suite le pas. Duel parisien, Racing qui accueillait Choisy donc en voisin et victoire assez nette de Choisy 18-11 avec une très grosse dernière période remportée 8-5 par Choisy. Ouais, Choisy qui jusqu'alors faisait une très belle saison avant de tomber à La Rochelle. Ce qui avait surpris moi le premier, je les voyais pas du tout perdre à La Rochelle et puis ils avaient ça avait un peu hypothéqué leur marche en avant et puis hypothéqué un résultat final positif, donc il fallait absolument pour eux repartir de l'avant dans ce duel francilien. Ils l'ont fait sans trop de soucis, 6-3 fin de deuxième et puis ensuite ils continuent de construire leur succès. Ils ont gagné les 4 périodes. Victoire qui les relance un petit peu et puis le Racing qui est toujours dans ce 8e, 9e place. Mais la marche choiséenne est un petit peu trop haute pour eux. Et dernier match, puisque INSEP Mulhouse n'aura lieu que le 15 mars et Moulins Saint-Jean le 21 mars. Il nous restait donc Monaco qui accueillait La Rochelle. La Rochelle qui repart à nouveau avec des valises bien remplies de la principauté, avec une défaite 25-12 après avoir été mené 15-4 à la mi-temps. Et 20-4 début de troisième. Donc le 25-12, je vais pas dire qu'il est flatteur pour La Rochelle, mais 20-4, ils mettent 8 buts en une période alors qu'ils en avaient mis 4 en 2 périodes. Ça a tourné du côté de Monaco qui fait le job, qui enchaîne les journées match après match. Tous les matchs qui leur sont proposés et qui sont abordables doivent être remportés. Donc écoute, ils le font sans trembler, avec une petite perf quand même spéciale de Maximilien Malichev qui est un 2009, donc qui met 9 buts sur ce match-là. Et puis écoute, le boulot des hommes de Manuel Laversane est fait, bien fait. Et puis La Rochelle pourra, j'allais dire, tabler sur cette dernière période, mais seulement sur la dernière période parce qu'ils ont été quand même assez corrigés sur le reste du match. Du coup, un petit point classement rapide. Donc, on a Monaco toujours en tête avec un match d'avance sur globalement les autres équipes. Certaines en ont deux de moins. Monaco premier, invaincu avec 47 points. Deuxième, Livry-Gargan, du coup, qui conforte cette deuxième place puisqu'ils ont le même nombre de matchs que Marseille, donc ils sont à 40 points. Troisième, Marseille avec 33 points, donc 6 points d'écart entre les deux équipes. Quatrième, Arnes, du coup, égalité de points avec Marseille. Cinquième, Sauveteur de Givors avec 25 points. Mulhouse est sixième avec 24 points, mais un match de retard sur ses prédécesseurs hormis Monaco. Septième, Choisy-le-Roi, 24 points, donc même nombre de points que Mulhouse, mais un match en plus. Huitième, La Rochelle avec 16 points. Neuvième, le Racing, 11 points. Dixième, Moulins avec 8 points et avec un match en retard. Onzième, INSEP, 3 points. Et qui clôture ce championnat, Saint-Jean d'Angély aussi avec 3 points. Ouais, Christophe, on fait juste un petit saut sur le calendrier de la prochaine journée qui aura lieu donc le 21 février. Le match Saint-Jean d'Angély-Monaco a déjà eu lieu. C'est un match qui avait eu lieu le 19 octobre. Tout le monde aura le même nombre de matchs à l'issue de cette journée-là. Donc, on aura un Marseille-INSEP qui devrait pas laisser beaucoup de place au suspense malgré tout. On aura un match très intéressant entre Choisy et Mulhouse. Match pour les 5e, 6e places, en espérant peut-être mieux. Donc, Choisy qui reçoit Mulhouse. On aura un Livry-Gargan Givors. Donc, Livry-Gargan qui devrait rester maître à la maison, mais qui se méfiera quand même d'une équipe qui vient de battre Marseille et Arnes. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de sursaut de confiance de Livry-Gargan qui devrait faire le job à la maison. Le Racing recevra La Rochelle. Donc ça, c'est un match très ouvert et qui permettra de rentrer dans le deuxième tiers du classement ou de descendre un petit peu. Arnes a raté le coche quand même contre Givors, mais devrait pas rencontrer trop de difficultés en recevant Moulins. Et puis, comme on l'a dit, le match Saint-Jean d'Angély-Monaco, c'est déjà joué. Merci Frédéric. Avant de passer donc aux
au double trophée donc à Aix-en-Provence. Il y avait un match Taverny 7. Frédéric, tu peux nous donner ce résultat? Ouais, Christophe, en effet, écoute, c'était une journée initialement prévue le 20 septembre, mais match qui a été reporté écoute, au samedi 14 février. Et c'était un match très intéressant entre cette quatrième, qui est un petit peu des fois inconstant, et puis Taverny qui venait de battre Montpellier à la maison. Donc match très indécis, et puis qui a bien confirmé ce qu'on pensait de cette indécision, puisqu'il a fallu aller au tir au but pour voir les Héraultais s'imposer en région parisienne. Un match qui s'est terminé sur un score de 12-12, et puis 7 l'emporte 5-4 au tir au but. Il est à noter que 7 menait de 2 buts début de quatrième, et puis Taverny l'emporte 2-0 dans la dernière période, ce qui leur permet de décrocher des pénaltys, mais 7 reste maître dans cet exercice et freine un petit peu Taverny, même si Taverny prend un point. Je pense qu'ils s'en satisferont peut-être un point qui comptera à la fin du championnat. Mais en tout cas, 7 fait la bonne opération de la journée, puisque si on fait un petit tour du côté du classement, on a donc Marseille et Strasbourg tous les deux avec 24 points. Marseille un match en moins. Ensuite, on a Aix 21 points. Suivi donc de 7 qui, par le biais de ces 2 points marqués, à 14 points. Il devance Montpellier qui a 11 points, mais avec un match en moins. Taverny, donc, qui grimpe au fur et à mesure, qui a 11 points aussi. Nice n'a que 9 points, mais a 2 matchs en moins, n'a que 8 matchs. Douai, 3 points. Bordeaux, 3 points, avec 8 matchs pour Douai, 9 pour Bordeaux. C'est vrai qu'il serait temps quand même qu'on ait un championnat avec une uniformité quand même d'équipes, parce que les équipes à 8 matchs, les équipes à 9 matchs, les équipes à 10 matchs, c'est compliqué quand même d'avoir une lecture probante du classement. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est un vrai mouchoir de poche entre Montpellier, 7, maintenant Taverny, donc qui se glisse là, et Nice qui peut recoller un petit peu. Donc on a un vrai quatuor là qui se bat pour éventuellement la place pour les playoffs. Et donc chaque point pris compte. Donc écoute, Taverny fait pas non plus une mauvaise opération. Ils prennent un point sur Nice, donc c'est pas mal aussi pour eux. Dernière actualité, dernier point. Donc, on espère que vous êtes toujours avec nous. Et donc, trophée Alice Milla, trophée Pierre Garceau. Pas de surprise dans cette belle fête du water-polo. On a eu 8 équipes en tout qui étaient présentes. Donc, 4 filles, 4 garçons. On a eu des matchs serrés, on va dire pas pour les premières places, mais après, que ça soit chez les garçons et chez les filles. Donc, on a un podium chez les filles, donc Lille première avec une large victoire, suivie donc de Bordeaux, et Nice qui prend la 3e place dans un match très serré contre Toulon. Et côté garçon, on a Marseille qui s'impose facilement, donc 21-7 contre Strasbourg. 3e Aix-en-Provence qui s'impose contre Montpellier dans un match tendu, très tendu, beaucoup d'exclusions. On sait que ces matchs-là sont toujours des matchs un peu compliqués pour ces deux équipes. Aix, pour l'instant, a l'avantage en nombre de victoires. Un match qui a failli se finir en pugilat total. Mais les équipes se sont vite calmées, heureusement. Et puis, voilà, on a un podium. Voilà, pas de surprise. Il y a eu des matchs intéressants chez les filles. On va parler avec plusieurs jeunes filles aussi, que je vous invite. Je mettrai tous ces liens dans la description pour écouter les différentes interviews. Comme ça permettra aussi de mettre des visages un petit peu sur des fois les noms qu'on évoque. Beaucoup ont fait partie de l'équipe de France. Lou Jean-Michel aussi qui a bien voulu répondre à mes questions. Donc, je vous invite à regarder ces interviews. C'est très intéressant. Et Lille qui s'impose pour la 5e fois dans ce trophée, qui a pas eu de concurrence, même si le match a été accroché en première période 3-3. Après, les joueuses lilloises ont développé leur jeu et s'imposent dans cette finale. Lille qui s'impose au final 18-7. Dans la petite finale, Nice qui s'impose qu'au pénalty face à Toulon 6-5, 10-10 à la fin du temps réglementaire. Ouais, Christophe, Toulon qui n'était pas invité à la fête de l'élite et tout ça ces derniers temps, mais qui se glisse maintenant dans le championnat, qui fait des bonnes prestations sous la houlette de Raphaël Pirat. Et puis là, qui vient grandement contrecarrer quand même Nice, qui est une équipe beaucoup plus expérimentée dans la division. Et
Et écoute, qui échoue au pied du podium, ça aurait été une belle récompense pour les Toulonnaises. Mais il est à noter quand même alors d'abord la victoire de Nice, qui c'est toujours bien de finir sur un podium d'une compétition. Mais également quand même l'émergence de Toulon qui avance et qui se débrouille plutôt bien. Je voulais revenir aussi quand même sur le parcours de ces équipes, et notamment celui de Nice, puisque Nice a gagné son dernier match au pénalty, mais avait perdu sa demi-finale au pénalty aussi, contre Bordeaux, où ça a été un match assez surprenant. Pareil, j'en parle avec Marie Barbieux de l'Olympique Nice Natation et Lou Jean-Michel du côté de Bordeaux, où ça a été un copier-coller, en fait, surtout sur cette séance de pénalty, où les 2 premiers tirs de chacune des 2 équipes s'est soldé par un arrêt des gardiennes. Et ensuite, à chaque fois que ça a marqué, ça marquait de l'autre côté, jusqu'à ce qu'une équipe craque, et ça a basculé du côté de Bordeaux pour se qualifier pour la finale. Et là, pour cette petite finale, ça a basculé du côté de Nice. C'était pas évident effectivement contre Toulon, puisque Nice est quand même une équipe plus expérimentée que Toulon. Et là, pas beaucoup d'arrêts, puisque c'est 6-5 dans ce match-là. Pour revenir sur la finale, donc cette finale remportée par Lille, Lille s'est appuyée principalement sur 3 de ses joueuses. Donc Cecilia Nardini, l'italienne, qui marque 5 buts, accompagnée de Carmen Baringo Romero, l'espagnole, et notre petite française Lily Vernou, qui en marque 4. Toute sa famille presque était là, par Emma, on sait qui est aux États-Unis, mais le papa, la maman étaient bien présents dans les tribunes pour l'encourager. Elles ont été accompagnées aussi par Anna Pal, Eline Kilic-Piguri, Lara Andress et Lana Di Fragia, qui marquent un but chacune. Du côté de Bordeaux, on a eu Robin Jennifer Curie qui marque 2 buts, ainsi que Lou Jean-Michel. Et elles ont été accompagnées par Anne-Fleur Doucereau, Marion Orchol et Elisabeth Grasse Birch, qui marquent, elles, un but. Et elles ont, malgré l'envie forcément d'aller chercher Lille, Lille reste encore au-dessus dans ce championnat. On bascule du côté des garçons. Donc là, pas de grosse surprise non plus. Il y a eu un match serré entre le Pays d'Aix Natation et le Team Strasbourg, où les équipes se sont rendues coup pour coup. Ça a été un match plaisant à regarder. Donc au final, victoire de Strasbourg, beaucoup d'énergie dans ce match, de l'énergie positive. Et donc victoire finale de Strasbourg 19-17, un match très prolifique en but. Pour cette première demi-finale, et dans la deuxième demi-finale, il n'y a pas vraiment eu de match. Marseille-Montpellier, mais j'ai pas trouvé un Marseille très tranchant, malgré le score par période 7-4, 5-1, 6-1, 5-3. Il n'y avait pas d'enjeu, et Marseille qui a fait ce qu'ils savent faire, parce que individuellement ils sont supérieurs, mais collectivement j'ai pas trouvé Marseille très bonne. Ce qui nous a mené donc sur une petite finale Pays d'Aix Montpellier. Je l'ai dit juste avant, un match qui a failli se finir en bagarre générale, et Pays d'Aix qui a su s'imposer, donc +6. Avec une grosse dernière période, surtout 6-2, mais Montpellier, qui avait quand même bien attaqué le match, puisqu'il s'impose 5-4 sur la première période, mais finissent à 18 à la mi-temps en faveur du Pays d'Aix. Donc nouvelle victoire du Pays d'Aix. On a vu un très bon Doshi Ogara dans cette compétition. Bon, pas que lui. Puis les gardiens de ces 2 équipes qui ont pu tous jouer. Bon, le gardien, le remplaçant montpelliérain là, avec qui j'ai un petit peu discuté très brièvement, très sympathique, mais il a joué que 27 secondes. Retrouvez les interviews des différents joueurs sur notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et pour finir, on avait donc la finale Marseille-Strasbourg, nouvelle victoire des Marseillais, 21-7. Un match un peu plus conforme pour les Marseillais à leur statut, et Strasbourg qui passe à côté de son match, sûrement éprouvé du match de la veille. Il y avait peu de temps entre les matchs. Strasbourg, que je n'ai discuté avec Olivier Chandieu, Strasbourg qui n'a pas réussi
à mettre en place sa tactique. Et du coup, dans la dernière période, c'est Corentin Duthé qui est rentré aussi dans la dernière période, mais ça veut pas dire que c'est pour ça que ça explique ce résultat. Mais Marseille qui finit quand même en trombe avec une dernière période remportée 6-0. Voilà, donc un match qui s'est rapidement joué en faveur des Marseillais. Ouais, Christophe, même si je suis pas trop surpris, parce qu'au final, tu t'aperçois que les 4 premiers dans l'ordre sont les 4 premiers actuels du championnat. Si on enlève 7 maintenant qui a dépassé Montpellier, mais je répète, Montpellier un match en moins. Donc Marseille finit premier, Strasbourg deuxième, Aix troisième. Donc c'est l'ordre du classement actuel. Mais quand même, pour moi, 14 buts d'écart dans un match entre le premier et le deuxième, c'est tout sauf anecdotique. Donc est-ce que Marseille a voulu se racheter de cet échec européen? Strasbourg, alors oui, certes, Strasbourg avait pas récupéré, mais Strasbourg a eu le même temps de récupération que Marseille, hein, donc pour moi, c'est pas une explication majeure, si ce n'est le problème peut-être de la longueur du déplacement, hein. Marseille vient en voisin et puis Strasbourg, évidemment, doit traverser toute la France. Mais quand Et dans même, les rotations aussi, hein. Et dans les rotations. ouais, mais quand même, on était resté sur un affrontement entre les deux équipes qui avaient tourné en faveur du cercle 18-17 dans le bassin Pierre Garçot à Marseille. Je m'attendais à une victoire des Marseillais, mais les Marseillais étaient peut-être bons à prendre aussi parce que, écoute, le déplacement aussi à Barcelone, le retour, la désillusion. Donc tu te dis que bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis là, quand même, 21-7, c'est un gouffre. Alors même si effectivement la dernière période 6-0, mais même si dans la dernière période il y avait 15-7 au bout de 3 périodes, ce qui est énorme à ce niveau-là entre un premier et son dauphin. Donc écoute, Marseille remporte un trophée, ce qui est devenu, j'allais dire, une norme habituelle maintenant, hein, puisque l'écart est monstrueux entre eux et le reste du plateau. Donc écoute, ils font ce qu'ils avaient à faire et voilà. Et Marseille, les joueurs marseillais qui étaient extrêmement contents, puisque tout le monde a fini à l'eau, extrêmement contents de remporter ce nouveau trophée. Globalement, je crois que c'est leur 16e Coupe de France. Pas forcément à chaque fois sous ce format-là, mais en tout cas, voilà, un titre de plus pour Marseille. Et juste, je voulais revenir donc sur un peu, de façon assez générale, j'ai trouvé qu'il y avait une belle organisation. Bon, on sait que Aix est habitué à organiser ce type d'événement, donc voilà, c'est assez cadré. Des spectateurs, peut-être moins qu'escompté quand Aix joue notamment, mais bon, du monde qui était là, même le dimanche matin. Et alors, je veux pas faire un focus là-dessus, mais de temps en temps, il faut quand même, je pense, en parler parce que c'est des acteurs importants dans le déroulé des matchs. C'est l'arbitrage. L'arbitrage, il y a eu énormément de fautes qui ont été sifflées dans ces matchs, beaucoup de joueurs exclus, beaucoup de joueurs à 3 fautes, il y a eu des cartons rouges, des décisions des fois difficiles à comprendre, qui a suscité beaucoup de réactions chez les équipes. Voilà, des arbitres peut-être pas habitués à siffler à ce niveau-là. Je veux pas leur tirer dessus, hein, bien au contraire. Je trouve que voilà, c'est important d'avoir des bons arbitres. La finale qui a été arbitrée par nos 2 internationaux qui avaient sifflé les finales européennes à Funchal et à Belgrade, donc Julien Bourgès et Aurélie Bouchez qui ont pu siffler cette finale. Bon là, c'était peut-être plus conforme à ce qu'on a l'habitude de voir et d'attendre. Il y a eu une petite confusion à un moment en fin de match où Marseille demande un temps mort, pas signalé par la table, petite confusion des 2 équipes, puis finalement le temps mort a été accordé, ils ont remis un peu de temps. Voilà, un petit flottement là-dessus. Il y avait eu des arbitres qui avaient été mis sur les lignes de but pour les finales, donc chose qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent, donc c'est toujours mieux pour juger d'un but ou pas. Je pense que, comme tout le monde, il faut qu'on fasse progresser notre water-polo français et ça passe aussi par l'arbitrage et la progression des équipes également pour faire de notre sport qui est magnifique, une fête et un beau spectacle. Voilà ce que je voulais dire un petit peu pour conclure ces trophées et presque ce podcast parce que ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. Ouais, Christophe, je voulais finir sur une note moins drôle, un carnet noir. Je voulais saluer la mémoire de Jean-François Pégan, gardien issu d'abord de Moulins et puis ensuite qui a évolué une grande partie du temps à Tourcoing, donc qui nous a quittés, qui s'était exilé au Canada. Et puis un bon vivant, un petit peu
excessif, un peu, mais quelqu'un de très attachant, donc qui est parti un petit peu trop tôt, 53-54 ans. Et puis je viens d'apprendre la Goran Sukno, qui est le papa de Sandro Sukno, mais qui est aussi accessoirement champion olympique à Los Angeles en 1984 et capitaine de la grande équipe de Yougoslavie des championnats du monde de Madrid en 1986, qui nous a quittés aussi à un âge quand même assez jeune, 67 ans. Leur rendre hommage ce soir à tous les deux et voilà. Condoléances à leurs familles respectives. Ouais, tout notre soutien aux familles respectives de ces joueurs et j'ai eu la possibilité effectivement de jouer contre John Wayne, comme on l'appelait, et c'est Patrice. Petite salutation à Patrice Pecker aussi. Je crois qu'il lui avait donné ce surnom de ce que j'ai vu. Donc voilà, ça ne nous fait jamais plaisir d'annoncer ce genre de choses, mais c'est bien de leur rendre hommage si on peut être utile aussi à ce niveau-là. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout et on se donne rendez-vous comme d'habitude mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, ciao à tous. Free audio post-production by alphonic.com. To tip off this NBA season on FanDuel, you can choose your own rewards, which means you can play your game any way you want. I get to choose my rewards? Yep. Great! Now, excuse me while I lock in. All customers choose your own reward right now in the FanDuel app. 21 plus and present in select states. 18 plus in Kentucky. Opt-in required. Rewards are non-withdrawable. Restrictions apply, including bonus and token expiration, leg requirement, and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.